Puis-je manger vos restes? Bien sûr. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie. Profitez de votre repas. Puis-je avoir vos restes? Bien sûr. Asseyez-vous avec moi. Vraiment? Évidemment. Mangez tout ce que vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Profitez-en. C'est un miracle. Puis-je avoir vos restes? Mes restes? Non, s'il vous plaît. Asseyez-vous avec moi. Vraiment? Merci, madame. Bien sûr. J'insiste. Et dites-moi, quel est votre nom? Puis-je avoir vos restes? Une jeune femme sans abri pose la question à une milliardaire et celle-ci change tout. Puis-je avoir vos restes, madame? Je n'ai rien avalé depuis 3 jours. Les mots tombèrent sur le restaurant comme une pierre dans un étang de cristal. La fourchette d'Isabelle Beaumont resta suspendue en l'air, à mi-chemin entre l'assiette et ses lèvres. Autour d'elle, les conversations s'éteignirent une à une, comme des bougies soufflées par un vent glacial. Même le pianiste dans le coin manqua une note. Isabelle leva lentement les yeux. Face à elle, debout près de la table, se tenait une jeune fille. Elle ne devait pas avoir plus de 26 ans. Elle portait une chemise grise déchirée aux épaules, un pantalon effiloché aux genoux et des chaussures, si usées qu'elles conservaient à peine leur forme. Sur son épaule, elle portait un énorme sac poubelle noir, bombé, noué avec force, comme si elle y gardait le monde entier. Son visage était maculé de terre, et des lignes nettes sillonnaient cette saleté, la trace récente de larmes. Mais ce qui arrêta le cœur d'Isabelle ne fut ni les vêtements ni la crasse, ce furent les yeux. Ils étaient sombres, grands, avec de longs cils, et ils gardaient une dignité que la misère n'avait pas réussi à effacer. C'étaient des yeux qu'Isabelle connaissait, des yeux qui la hantaient en rêve depuis 22 ans. « Qu'est-ce que vous avez dit, mon enfant ?» demanda Isabelle, et sa voix, normalement ferme et habituée à donner des ordres dans les salles de conseil, sortit brisée, presque un murmure. La jeune fille baissa la tête. La rougeur embrasa ses joues sous la terre. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous déranger. C'est juste que… » Elle déglutit, et sa gorge produisit un son sec. « J'ai vu que vous alliez laisser le pain et la moitié du poisson, et moi. » Sa voix se cassa. « Oubliez. Je suis vraiment désolé. Bonne journée. » Et elle se tourna pour partir. « Attendez. » Le mot jaillit d'Isabelle, avant qu'elle ne puisse réfléchir. Plusieurs têtes se tournèrent aux tables voisines. Une femme au collier d'émeraude claqua la langue avec mépris. Un homme en costume gris murmura quelque chose à sa compagne, en désignant la jeune femme du menton, comme on montre un chien errant qui s'est faufilé dans un jardin privé. Le gérant du restaurant, un homme mince à la fine moustache nommé Gérard, s'approchait déjà à pas rapides, les mains tendues et un sourire d'excuse peint sur le visage. « Madame Beaumont, je vous prie de m'excuser 1000 fois pour cette interruption. » Il se tourna vers la jeune fille avec dureté. « Et toi, je t'ai dit 1000 fois que tu ne peux pas entrer ici. Allez, dehors, avant que j'appelle la sécurité. » Il prit la jeune femme par le bras. « Ne la touchez pas. » L'ordre d'Isabelle fusa dans l'air. Elle ne le cria pas. Elle n'en eut pas besoin. Isabelle Beaumont avait bâti un empire d'hôtels de luxe et de biens immobiliers qui s'étendait sur 3 continents. Et quand elle parlait sur ce ton, le monde entier s'arrêtait pour écouter. Gérard lâcha le bras de la jeune fille comme s'il brûlait. « Mais, madame, cette mendiante, mademoiselle, » le corrigea Isabelle, en appuyant sur chaque syllabe, « est mon invitée. Apportez-lui une chaise et un couvert propre. » Le silence dans le restaurant devint si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. La femme au collier d'émeraude laissa tomber sa coupe qui tinta contre l'assiette. L'homme en costume gris resta bouche bée. « Madame, ce n'est pas la peine, » balbutia la jeune fille en reculant d'un pas. « Vraiment, je ne veux pas vous causer de problème. Les gens vous regardent. S'il vous plaît, ne vous dérangez pas pour moi. Je n'en vaux pas la peine. Je n'en vaux pas la peine. » Isabelle répéta les mots à voix basse, et quelque chose se planta dans sa poitrine comme une écharde. « Qui t'a dit ça ?» La jeune fille ne répondit pas. Elle baissa de nouveau les yeux vers ses chaussures trouées. « Asseyez-vous, » dit Isabelle. Et cette fois, ce n'était pas un ordre, mais une supplique déguisée en ordre. « S'il vous plaît, une vieille femme ne devrait pas déjeuner seule. Vous me rendriez service. » Gérard, vaincu, traîna une chaise en fer forgé et la plaça en face d'Isabelle avec un soupir de résignation. La jeune fille la regarda comme si c'était un piège. Puis elle regarda Isabelle, et dans ses yeux de milliardaire, habituée au calcul et à la froideur des affaires, elle trouva quelque chose d'inattendu, de la tendresse. Elle s'assit lentement sur le bord de la chaise, sans lâcher son sac noir, le serrant contre sa poitrine, comme un bouclier. « Comment vous appelez-vous » demanda Isabelle. « Lucie » répondit-elle presque sans voix. « Lucie Duval. Lucie. » Isabelle ferma les yeux un instant. Le nom était différent, mais les yeux étaient les mêmes yeux que sa Valentine. « Avez-vous faim, Lucie » La jeune femme hocha la tête, et 2 nouvelles larmes roulèrent, creusant d'autres sillons dans la terre de ses joues. « Très faim, madame. Pardonnez-moi. Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose de chaud que je n'en connais même plus le goût. »
Isabelle sentit son cœur se serrer. Elle leva une main et, sans quitter Lucie des yeux, appela le gérant d'un geste. « Gérard !» Sa voix était maintenant douce, mais implacable. « Je veux que vous apportiez à cette table le meilleur plat de la maison. Le bar grillé, la bisque, le pain frais du four, tout. Et un dessert, celui au chocolat. Et de l'eau, et un jus de fruits frais. Pour mademoiselle ?» demanda Gérard, incrédule. « Pour mon invité ?» répéta Isabelle en détachant chaque mot. « Et pendant que vous préparez cela, retirez ces assiettes vides et apportez une nappe propre. Mon invité mérite une table digne. » Gérard s'inclina et partit en toute hâte vers la cuisine. Lucie observait tout cela les yeux grands ouverts, comme si elle rêvait et craignait de se réveiller. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle dans un murmure. « Vous ne me connaissez pas. Je suis une inconnue sale qui vous a demandé vos restes. Les gens vous jugent. Cette dame-là, Ba n'a pas arrêté de vous regarder avec mépris. Vous êtes quelqu'un d'important. Je le vois à vos vêtements, à la façon dont on vous parle. Et moi, je ne suis personne. Pourquoi ?» Isabelle garda le silence un long moment. Dehors, dans la rue pavée, le soleil de midi tombait, doré, sur les balcons fleuris et l'architecture ancienne. Un couple se promenait main dans la main, un enfant courait après un pigeon. La vie suivait son cours, indifférente aux petits tremblements de terre qui secouaient cette table. « Parce qu'il y a très longtemps, » dit enfin Isabelle, la voix chargée de quelque chose que Lucie ne sut nommer, « j'ai moi aussi eu faim, faim de quelque chose que l'argent n'a jamais pu m'acheter. Je ne comprends pas. Un jour tu comprendras. » Isabelle força un sourire. « Maintenant, dis-moi, depuis quand vis-tu dans la rue ?» Lucie baissa les yeux vers son sac. « 8 mois. Depuis que… » Elle s'arrêta. « C'est une longue et vilaine histoire, madame. Vous ne voudriez pas l'entendre. Ça vous gâcherait votre déjeuner. »« J'ai tout le temps du monde, » répondit Isabelle. « Et crois-moi, mon enfant, j'ai entendu des histoires vilaines toute ma vie. Certaines, je les ai vécues moi-même. » À ce moment, les plats arrivèrent. Gérard et 2 serveurs déposèrent sur la table, maintenant couverte d'une nappe blanche impeccable, une succession de délices, une bisque de homard fumante, un bar grillé avec ses petits légumes, une corbeille de pain de campagne doré et croustillant, une carafe de jus d'orange fraîchement pressé. L'arôme enveloppa Lucie, qui ferma les yeux et inspira profondément, comme quelqu'un qui se souvient d'un paradis perdu. « Mange », dit Isabelle avec douceur. « Mange tout ce que tu veux, et si tu en veux plus, il y en a plus. » Lucie prit la cuillère avec des mains tremblantes, l'approcha de la bisque, mais avant de goûter, elle leva les yeux vers Isabelle, et ses yeux s'emplirent à nouveau de larmes. « Merci », murmura-t-elle. « Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Personne ne m'avait traité avec bonté depuis si longtemps. Les gens me regardent comme si j'étais une ordure, comme si je n'étais pas humaine. Et vous m'avez assise à votre table. Nous sommes tous humains, Lucie, dit Isabelle en lui prenant la main par-dessus la table, sans se soucier de la terre ni des regards des autres. Tous, ceux qui mangent du poisson fin et ceux qui demandent les restes. La seule différence entre toi et moi, c'est la chance. Et la chance, mon enfant, c'est une roue qui tourne. » Lucie mangea, lentement au début, avec honte, puis avec une faim désespérée qui fendait le cœur. Isabelle l'observait en silence. Et ce faisant, son esprit voyageait 22 ans en arrière, vers une nuit de pluie, un hôpital, un petit cercueil blanc et des yeux sombres qui s'étaient fermés pour toujours. Ou c'est ce qu'on lui avait fait croire. Car tandis qu'elle regardait cette jeune fille manger, un soupçon impossible commença à germer au fond de l'âme d'Isabelle Beaumont. Un soupçon qui la tiendrait éveillée cette nuit-là, et toutes les nuits suivantes. Ses yeux, cette façon de froncer les sourcils en mâchant, ce minuscule grain de beauté sous l'oreille gauche, ce n'était pas possible. Sa fille était morte, elle l'avait vue de ses propres yeux, elle l'avait enterrée, n'est-ce pas? Lucie, dit Isabelle, le cœur battant à tout rompre. Sais-tu qui étaient tes parents? La jeune fille cessa de manger. Une ombre traversa son visage. Non, madame, répondit-elle. J'ai grandi dans un orphelinat. On m'a dit qu'on m'avait abandonné bébé, que personne n'avait voulu de moi. Sa voix baissa. C'est pour ça que je vous ai dit que je n'en valais pas la peine, parce que même ma propre mère n'a pas voulu de moi. La fourchette tomba de la main d'Isabelle et cliqueta contre l'assiette. Le monde s'arrêta. Le cliquetis de la fourchette contre l'assiette résonna aux oreilles d'Isabelle comme une cloche. J'ai grandi dans un orphelinat. On m'a dit qu'on m'avait abandonné bébé. Les mots de Lucie tourbillonnaient dans sa tête, se mêlant à des souvenirs qu'elle avait enfouis sous 22 ans de travail, d'argent et de silence. « Est-ce que ça va, madame ?» demanda Lucie, alarmée en voyant le visage pâle de la femme. « Vous êtes devenue blanche comme un linge. J'appelle quelqu'un? Vous voulez de l'eau ?» Isabelle cligna des yeux et revint à elle. Elle se força à sourire, bien qu'elle tremblât intérieurement. « Je vais bien, mon enfant. C'est juste que ton histoire m'a touché au cœur. Continue de manger, s'il te plaît. Ne laisse pas refroidir. » Lucie la regarda avec un mélange de gratitude et de perplexité, mais elle obéit.
Elle coupa un morceau de poisson et le porta à sa bouche avec soin, presque avec révérence, comme si elle craignait que ce banquet ne disparaisse à tout moment. Autour d'eux, le restaurant avait peu à peu retrouvé son murmure habituel, bien que les regards continuassent de fuser vers leur table comme des fléchettes. La femme au collier d'émeraude appela le gérant et, sans prendre la peine de baisser la voix, exigea « Gérard, c'est inacceptable. Je fréquente cet établissement depuis 15 ans. Je ne paie pas ce que je paie pour déjeuner à côté d'une clocharde. J'exige que vous la fassiez sortir immédiatement, ou je m'en vais et ne reviens jamais. » Gérard, pris entre deux feux, regarda Isabelle d'un air suppliant. Isabelle posa sa serviette sur la table avec un calme glacial. Elle se leva. Sa silhouette, vêtue d'un blazer couleur crème et de perles qui valait plus que le restaurant entier, se dressa avec l'autorité de quelqu'un qui n'a jamais demandé la permission pour quoi que ce soit. Elle marcha jusqu'à la table de la femme aux émeraudes. « Madame, » dit Isabelle avec un sourire courtois qui n'atteignait pas ses yeux, « permettez-moi de me présenter. Isabelle Beaumont. Peut être que ce nom vous dit quelque chose. Cet immeuble, celui d'à côté, et les 3 hôtels que vous voyez sur ce même boulevard m'appartiennent, y compris, par coïncidence, le local que loue ce restaurant. » Le visage de la femme se décomposa. « Je ne savais pas. Je vais vous dire quelque chose, » continua Isabelle en se penchant à peine. « Au cours de toutes mes années de vie, j'ai appris à distinguer la vraie pauvreté. Et ce n'est pas celle des poches, c'est celle du cœur. Cette jeune fille qui vous dérange tant a plus de dignité dans son petit doigt que beaucoup de ceux qui sont assis dans cette salle avec leurs bijoux et leurs nez pincés. Alors, si la présence d'un être humain affamé vous gâche l'appétit, la porte est juste là. Et je vous assure que personne ne vous regrettera. » Un silence de mort se fit. La femme aux émeraudes, rouge d'humiliation, ramassa son sac, se leva et sortit en toute hâte, ses talons claquant sur les pavés. Quelques convives aux tables du fond applaudirent timidement. Isabelle retourna à sa table et s'assit comme si de rien n'était. Lucie la regardait avec des yeux ronds, la fourchette figée en l'air. « Vous avez fait ça pour moi ?» murmura-t-elle. « Jamais personne n'avait fait une chose pareille pour moi de toute ma vie. »« Eh bien, il était temps que quelqu'un le fasse. » répondit Isabelle en lui servant plus de jus dans son verre. « Mange, Lucie. Le moelleux au chocolat va arriver, et crois-moi, il en vaut la peine. » Pour la première fois depuis leur rencontre, un sourire timide apparut sur les lèvres de la jeune fille. Ce fut un instant fugace, fragile comme un papillon, mais pour Isabelle, ce fut le plus beau spectacle du monde, car ce sourire en coin, avec une petite fossette sur la joue droite, était identique au sourire de quelqu'un qu'elle avait aimé plus que sa propre vie. « Parle-moi de toi », demanda Isabelle en appuyant son menton sur sa main. « Mais pas la partie triste. Celle-là, on la gardera pour plus tard, quand tu auras le ventre plein. Raconte-moi les bonnes choses. Il doit y avoir de bonnes choses. Quelque chose que tu aimes, quelque chose dont tu rêves. » Lucie mâcha, pensive. Elle mit du temps à répondre, comme si elle devait dépoussiérer des parties d'elle-même qui étaient restées trop longtemps rangées. « J'aime les livres, » dit-elle enfin à voix basse, presque avec honte. À l'orphelinat, il y avait une petite bibliothèque, vieille, avec tous les livres dépenaillés. Je les ai tous lus. 2 fois, 3 fois, pour certains. Une lumière s'alluma dans ses yeux. Je rêvais d'être maîtresse d'école, d'apprendre à lire aux enfants. J'ai beaucoup étudié, vous savez. J'ai obtenu une bourse pour l'université. J'allais être la première de l'orphelinat à avoir un diplôme. Et que s'est-il passé ? Demanda Isabelle avec douceur. La lumière s'éteignit. Lucie baissa les yeux vers la nappe. La vie est passée, madame. Les gens sont passés. La méchanceté est passée. Elle serra les lèvres. Je vous avais dit que c'était une vilaine histoire. C'est bon, dit Isabelle en posant à nouveau sa main sur celle de Lucie. Tu n'es pas obligé de me la raconter maintenant. Mais je veux que tu saches une chose. Le fait que tu sois dans la rue n'efface pas qui tu es. Tu es toujours cet enfant qui a lu la bibliothèque 3 fois. Tu es toujours quelqu'un qui rêve d'enseigner. La rue t'a pris ton toit, Lucie, mais elle ne t'a pas pris ton âme. Ça, je le vois dans tes yeux. Les yeux de Lucie s'emplirent de larmes, et cette fois, elle n'essaya pas de les cacher. « Pourquoi êtes-vous si bonne avec moi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Ça fait 8 mois que je dors dans des porches, que je mange dans les poubelles, que je me cache d'hommes qui... » Elle frissonna. Les gens me crachaient dessus, me criaient de partir, que j'étais un fardeau, une plaie. J'ai commencé à les croire, j'ai commencé à penser que je ne méritais vraiment même pas l'air que je respirais. Et puis vous apparaissez, une inconnue, et vous me traitez comme si j'avais de l'importance. Je ne comprends pas, je ne le mérite pas. Isabelle sentit son âme se briser, elle serra la main de la jeune fille avec force. « Écoute-moi bien, Lucie Duval. » Sa voix trembla, mais fut ferme. « Tu as de l'importance. Tu m'entends ? Tu importes. Pas pour ce que tu as, ni pour ce que tu portes, ni pour l'endroit où tu dors. Tu importes parce que tu existes, parce que tu es un être humain avec un cœur qui bat et des rêves qui méritent une chance. Et quiconque t'a dit le contraire a menti.
a menti de la manière la plus cruelle qui soit. Le dessert arriva, un moelleux au chocolat chaud avec une boule de glace à la vanille fondant sur le dessus. Lucie le regarda comme un enfant regarde les cadeaux le matin de Noël. Elle prit la cuillère, cassa la croûte, et le chocolat fondu jaillit comme de la lave. Elle goûta, ferma les yeux, et alors, elle pleura. Elle pleura pour de vrai, sans se retenir, le visage entre les mains, secouée par des sanglots qui venaient de très profond, de cet endroit où nous gardons toute la douleur que nous ne pouvons pas dire avec des mots. « Pardon », balbutiait-elle entre deux pleurs. « Pardon, c'est juste que, c'est si bon. Et moi, ça faisait si longtemps que personne. » Isabelle se leva de sa chaise, contourna la table, et, sans se soucier de rien, ni des vêtements sales, ni du sac poubelle, ni des regards de tout le restaurant, elle serra la jeune fille dans ses bras. Elle la serra comme elle n'avait serré personne depuis 22 ans. Et Lucie s'agrippa à elle, enfouissant son visage dans ce blazer couleur crème, qui sentait le parfum cher et quelque chose d'autre, de la tendresse, un foyer, une mère qu'elle n'avait jamais eue. Toutes deux pleurèrent ensemble, au milieu du restaurant, sous les yeux stupéfaits des convives. Quand elles se séparèrent enfin, Isabelle essuya les larmes de Lucie avec sa propre serviette en lin. « J'ai une proposition à te faire, » dit Isabelle, la voix encore rauque par l'émotion. « Et je veux que tu l'écoutes calmement avant de répondre. » Lucie hocha la tête, haletante. « Je vis seule, » commença Isabelle, « dans une maison bien trop grande pour une seule personne. J'ai des chambres qui sont fermées depuis des années, à prendre la poussière. J'ai une table où je mange seule tous les soirs. Et je suis fatiguée, Lucie, fatiguée de la solitude. » Elle prit une inspiration. « Viens à la maison avec moi, juste pour cette nuit, si tu veux. Un lit chaud, une douche, des vêtements propres. Et demain, si tu veux partir, tu partiras. Je ne te retiendrai pas, mais au moins tu auras dormi une nuit sous un toit, comme tu le mérites. » Lucie la regarda, incrédule, le visage encore humide. « Madame, vous ne me connaissez pas. Je pourrais être une voleuse, une mauvaise personne. Comment pouvez-vous inviter chez vous quelqu'un qui vient de vous demander vos restes dans un restaurant? C'est dangereux. Vous ne devriez pas me faire confiance. »« Tu as raison, » admit Isabelle avec un demi-sourire. « C'est de la folie. À mon âge, avec ma position, je devrais être plus prudente. Mes avocats me gronderaient. Mon comptable s'arracherait les cheveux. Son regard s'adoucit. Mais il y a quelque chose en toi, mon enfant. Quelque chose que je ne peux pas expliquer, qui me dit que je t'ai trouvé pour une raison. Que le destin ne t'a pas amené à ma table par hasard. Traite-moi de folle, de vieille sentimentale. Mais j'ai confiance en toi, et ça fait longtemps que je n'avais fait confiance à personne. » Lucie déglutit. Elle regarda son sac poubelle, ses chaussures trouées, ses mains sales, puis elle regarda le visage de cette femme qui, sans aucune raison, lui offrait le premier geste d'amour véritable dont elle se souvenait. « Pourquoi ai-je la sensation, » murmura Lucie, « de vous connaître d'avant? Que vos yeux me sont familiers ?» Isabelle resta très immobile. Son cœur fit un bond. « Je ne sais pas, mon enfant, » répondit-elle avec prudence, « mais être que si tu viens avec moi, nous le découvrirons ensemble. » Dehors, le ciel de l'après-midi commençait à se teinter d'orange. Une limousine noire s'arrêta devant le restaurant. Le chauffeur ouvrit la portière. Isabelle tendit la main à Lucie. « Tu viens ?» Lucie regarda la main tendue, regarda la limousine, regarda la rue dure et froide qui avait été sa maison pendant 8 mois interminables. Et elle prit la main d'Isabelle. « Je viens », dit-elle. Ce qu'aucune des deux ne savait, tandis que la limousine démarrait et s'éloignait dans les rues pavées, c'est que cette décision changerait leur vie pour toujours. Et que, cachés dans l'ombre d'un coin de rue, une paire d'yeux les observait partir. Des yeux qui avaient reconnu Lucie. Des yeux qui la cherchaient depuis des mois. Des yeux qui sourirent avec malice en la voyant monter dans une voiture de millionnaire. L'hôtel particulier des Beaumont se dressait au cœur de Neuilly-sur-Seine, entouré de jardins silencieux et de cyprès qui se balançaient sous le ciel étoilé. Lorsque la limousine franchit le portail en fer forgé et s'engagea dans la longue allée de gravier, Lucie colla son visage à la vitre, bouche bée. « C'est ici que vous vivez ?» murmura-t-elle. « Mais c'est plus grand que l'orphelinat entier, que 3 orphelinats. Beaucoup trop grand, » répondit Isabelle avec un soupir. « Une maison comme ça, sans personne pour la remplir de bruit, n'est pas un foyer. C'est un musée, un mausolée élégant. » La limousine s'arrêta devant un perron de marbre. Le chauffeur ouvrit la portière et Lucie descendit timidement, serrant son sac poubelle, se sentant plus déplacée que jamais. Une femme en tablier empesé les attendait à l'entrée. Martine, la gouvernante, qui était au service d'Isabelle depuis 30 ans. Martine regarda Lucie de haut en bas, les vêtements déchirés, la terre, le sac noir, puis elle regarda sa patronne, les sourcils haussés en une question silencieuse. « Martine, » dit Isabelle, « voici Lucie. Elle va rester avec nous. Préparez la chambre bleue, s'il vous plaît. »
et préparez-lui un bain chaud avec des sels, et cherchez dans mes armoires des vêtements confortables qui pourraient lui aller. La chambre bleue, madame? Martine ne put cacher son étonnement. Cela faisait plus de 2 décennies qu'on n'avait pas ouvert cette porte. Oui, répondit Isabelle avec fermeté, bien que sa voix tremblât à peine. La chambre bleue. Martine hocha lentement la tête, comprenant que quelque chose d'important se passait, et guida Lucie vers l'intérieur. Tandis que la jeune fille montait le grand escalier de marbre, émerveillée par les portraits et les lustres de cristal, Isabelle resta au pied des marches à l'observer. Et lorsque Lucie disparut à l'étage, les jambes d'Isabelle cédèrent. Elle dut s'agripper à la rampe pour ne pas tomber. La chambre bleue. 22 ans fermés. 22 ans de poussière recouvrant un berceau qui n'avait jamais été utilisé, des jouets qui n'avaient jamais été touchés, une peinture de nuages au plafond qu'un père avait faite de ses propres mains avant la tragédie. Isabelle monta dans son bureau, ferma la porte à clé et, pour la première fois depuis longtemps, ouvrit le coffre-fort caché derrière un tableau. Elle en sortit une boîte en velours usé. À l'intérieur, il y avait une photographie jaunie, un bracelet de bébé et un acte de naissance. La photo montrait une Isabelle beaucoup plus jeune, radieuse, tenant dans ses bras un nouveau-né enveloppé dans une couverture rose. À côté d'elle, un bel homme souriait. Édouard, son mari, mort d'une crise cardiaque à peine 3 ans après cette photo. Et le bébé. Le bébé avait les yeux fermés, mais Isabelle connaissait chaque centimètre de ce visage par cœur. « Valentine !» murmura-t-elle en caressant la photo de ses doigts tremblants. Sa fille, son unique fille, née après des années de traitement, d'espoir déçu, de prière. Le miracle qui était arrivé alors qu'il ne l'attendait plus. Et morte, lui avait-on dit, à l'âge de 6 mois. Une fièvre soudaine, une nuit de pluie, une course désespérée à l'hôpital, puis le médecin sortant de la salle avec un visage grave, les mots qui avaient brisé son monde. « Je suis désolé, Madame Beaumont. Nous avons fait tout notre possible. » On lui avait remis un petit cercueil blanc. Elle l'avait enterré sous un saule dans le caveau familial. Elle avait pleuré sur cette tombe pendant des années. Elle avait construit son empire sur les cendres de cette douleur, travaillant jusqu'à l'épuisement pour ne pas penser, pour ne pas sentir, pour ne pas se souvenir. Mais maintenant, Isabelle sortit du fond de la boîte une seconde photo, une que presque personne n'avait vue. C'était Valentine, quelques jours après sa naissance. Et là, sous l'oreille gauche du bébé, clairement visible, il y avait un petit grain de beauté. Le même grain de beauté qu'elle avait vu cet après-midi sous l'oreille de Lucie. « Ce n'est pas possible », murmura Isabelle, et les larmes brouillèrent sa vue. « Ce n'est pas possible. Ma fille est morte. Je l'ai enterrée moi-même. » Mais alors, les souvenirs commencèrent à revenir. Des fragments que, pendant des années, elle avait préféré ignorer. L'étrange insistance du médecin pour qu'elle n'ouvre pas le cercueil, pour ne pas souffrir davantage, madame. La facture de l'hôpital que son défunt mari, déjà malade du cœur, avait payé sans explication. Et ce détail qui l'avait toujours inquiété, l'infirmière qui s'était occupée de Valentine cette nuit-là, avait disparu de l'hôpital le lendemain, et on n'avait plus jamais entendu parler d'elle. Et si la fièvre n'avait pas été si grave, et si quelqu'un, pour de l'argent ou par méchanceté, avait volé son bébé et l'avait fait passer pour morte, et si sa Valentine avait grandi dans un orphelinat, se croyant abandonnée, pendant qu'elle pleurait sur une tombe vide, la seule idée lui retourna les entrailles. Elle eut la nausée, dut s'asseoir, c'était de la folie. Une coïncidence. Le monde était plein de jeunes filles aux yeux sombres et au sourire à fossettes. Son esprit, assoiffé de sa fille perdue, inventait des parentés là où il n'y en avait pas. C'était le cœur d'une vieille mère qui se berçait d'illusions. Et pourtant, le grain de beauté, le nom de l'orphelinat, si elle parvenait à le découvrir. L'âge. Lucie avait exactement l'âge que Valentine aurait aujourd'hui. Trop de coïncidences. Isabelle essuya ses larmes, rangea les photographies et prit une décision. Elle mènerait une enquête discrète, sans éveiller les espoirs de Lucie ni les siens. Elle engagerait les meilleurs détectives, retrouverait la trace de l'orphelinat, les dates, les registres. Et s'il y avait la moindre chance que cette jeune fille affamée qui lui avait demandé ses restes soit la fille qu'elle croyait morte, elle remuerait ciel et terre pour découvrir la vérité. Mais pour l'instant, elle se tairait, car si elle se trompait, le choc serait insupportable pour toutes les deux. Un léger coup à la porte la fit sursauter. « Madame », c'était la voix de Lucie, douce et timide. « Martine m'a dit que je pouvais descendre dîner quand je serais prête. » Isabelle rangea la boîte en toute hâte, composa son visage et ouvrit la porte, et elle resta sans voix. Debout sur le seuil se tenait Lucie, mais une Lucie transformée. Le bain avait rendu l'éclat à sa peau. Ses cheveux sombres, maintenant propres et coiffés, tombaient en ondulation sur ses épaules. Elle portait un pull en cachemire couleur ivoire et un pantalon souple que Martine lui avait trouvé. Sans la crasse, sans la fatigue, sa beauté resplendissait. Elle semblait être une autre personne. Non, elle semblait être exactement la personne qu'Isabelle craignait
et espérait qu'elle soit. « Est-ce que ça va comme ça ?» demanda Lucie, peu sûre d'elle, en lissant son pull. « Les vêtements sont magnifiques, beaucoup trop pour moi. Si vous voulez, je peux mettre autre chose. » « Tu es » La voix d'Isabelle se brisa. Elle dut s'éclaircir la gorge. « Tu es magnifique, mon enfant. Vraiment. On dirait une princesse. » Lucie rougit et baissa les yeux avec ce sourire en coin à fossettes, qui était un coup de poignard de tendresse dans la poitrine d'Isabelle. « Je ne me suis jamais sentie aussi propre, » avoua-t-elle. « L'eau chaude, j'avais oublié ce que c'était. Je suis restée presque 1 heure sous la douche. J'espère que je n'en ai pas trop gaspillé. Je suis désolée. Gaspille toute l'eau du monde si tu veux, » rit Isabelle, retenant ses larmes. « Viens, le dîner va refroidir. » Elles dînèrent ensemble dans la grande salle à manger, l'une à chaque extrémité d'une table très longue, jusqu'à ce qu'Isabelle, en riant, demande à Lucie de changer de place et de s'asseoir à côté d'elle. Comme ça, je n'ai pas à crier pour converser. Elles parlèrent de livres, de rêves, de petites et de grandes choses. Par moments, Isabelle oubliait la douleur et le soupçon, et profitait simplement de quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis 22 ans. De la compagnie à sa table, des rires dans sa maison. Cette nuit-là, quand Lucie alla se coucher dans la chambre bleue, la chambre qui pendant 2 décennies avait été un sanctuaire de deuil, Isabelle resta longtemps debout devant sa porte fermée, écoutant la respiration tranquille de la jeune fille de l'autre côté. « Bonne nuit, mon enfant » murmura-t-elle. « Bonne nuit, qui que tu sois » Mais Isabelle ne dormit pas. Elle passa la nuit dans son bureau à passer des appels, à écrire des courriels, à engager le meilleur détective privé de la ville. Elle lui donna 2 informations, le nom de l'orphelinat où Lucie avait grandi et la date exacte de la nuit où, 22 ans plus tôt, elle avait perdu sa fille. « Je veux tout savoir », dit-elle au détective par téléphone, alors que les premières lueurs de l'aube entraient par la fenêtre. « Chaque registre, chaque nom, chaque papier. Et surtout, je veux que vous trouviez une infirmière. Elle s'appelait Dolores Rivière. Elle a disparu il y a 22 ans. Trouvez-la, vivante ou morte, payez ce qu'il faudra. » Elle raccrocha. Dehors, le soleil levant baignait les jardins d'or. Et dans la chambre bleue, inconsciente de tout, Lucie dormait pour la première fois en 8 mois, sans peur, sans froid, sans faim. Elle rêvait de livres et d'une femme aux cheveux argentés qui la regardait comme personne ne l'avait jamais regardée. Ce qu'aucune des deux n'imaginait, c'est que tandis que la vérité commençait à être déterrée, une autre personne agissait également dans l'ombre. L'homme qui avait vu Lucie monter dans la limousine avait déjà découvert un nom, Beaumont, et dans son esprit tordu, un seul mot brillait comme de l'or. Argent. 3 semaines passèrent. 3 semaines qui transformèrent l'hôtel particulier des Beaumont d'un mausolée silencieux en un foyer plein de vie. Lucie se révéla être, comme Isabelle l'avait pressenti, une jeune femme extraordinaire. Éveillée, reconnaissante, incapable de rester inactive. Elle aidait Martine en cuisine, bien que personne ne le lui demandât. Elle lisait à voix haute pour Isabelle le soir, près de la cheminée. Elle s'occupait des rosiers du jardin avec une tendresse qui touchait le vieux jardinier. Et peu à peu, le rire de cette jeune femme s'infiltra dans chaque recoin de la maison, faisant fondre des années de glace. Isabelle, de son côté, vivait une double vie émotionnelle. Le jour, elle profitait de Lucie avec une joie qu'elle croyait perdue. La nuit, elle dévorait les rapports du détective, le cœur serré. Et les rapports commencèrent à arriver. Un après-midi pluvieux, le détective, un homme grisonnant et discret nommé Moreau, se présenta à l'hôtel particulier avec une enveloppe jaune sous le bras. Isabelle le reçut dans son bureau, à huis clos. « J'ai retrouvé Dolores Rivière », dit Moreau sans préambule, en s'asseyant en face du bureau. « L'infirmière que vous cherchiez. Elle vit dans un village à 200 km d'ici. Elle est très malade, madame. Cancer en phase terminale. Il lui reste quelques semaines, peut être quelques jours. » Le sang d'Isabelle se glaça. « Vous lui avez parlé ?» J'ai parlé. Moreau ouvrit l'enveloppe et en sortit quelques photographies et un enregistrement. Et je vais vous dire une chose. Quand je lui ai mentionné votre nom, madame Beaumont, cette femme s'est mise à pleurer. Ça faisait 22 ans qu'elle attendait que quelqu'un vienne lui poser cette question. Elle a dit qu'elle ne voulait pas mourir avec ça sur la conscience. Les mains d'Isabelle tremblaient si fort qu'elle put à peine tenir la photo que Moreau lui tendait. C'était l'image vieillie d'un registre d'hôpital. Et dessus, dans la case de sortie du patient, à côté du nom de sa fille, Valentine Beaumont, il n'était pas écrit « décédé ». Il était écrit « transféré ». « Non », murmura Isabelle. « Non, non, non. Votre fille n'est pas morte cette nuit-là, madame », dit Moreau d'une voix grave. La fièvre était réelle, oui, mais le bébé s'est rétabli. Ce qui s'est passé, c'est... Il fit une pause, choisissant ses mots. Il y a eu un pot de vin, une somme d'argent énorme. Quelqu'un voulait que cet enfant disparaisse. Que vous la croyiez morte. Qui? La voix d'Isabelle n'était qu'un filet. Qui ferait une chose aussi monstrueuse? Qui me volerait ma propre fille? Moreau baissa les yeux.
C'est la partie la plus difficile, madame, et je vous demande de vous y préparer. Il prit une inspiration. Selon la confession de l'infirmière, l'ordre venait de la famille de votre défunt mari, de votre beau-frère, Auguste. Le monde vacilla. Auguste, le frère cadet d'Édouard, celui qui avait toujours vécu dans l'ombre de son frère aîné, dévoré par la jalousie. Celui qui, à la mort d'Édouard, 3 ans après celle de Valentine, avait hérité de la moitié de l'Empire, parce qu'il n'y avait plus de fille pour réclamer sa part. Il a fait ça pour l'héritage, comprit Isabelle avec un dégoût qui lui montait à la gorge. Si Valentine vivait, elle héritait. Si elle mourait, elle serra les poings. Pour de l'argent, il a volé une enfant à sa propre famille pour de l'argent. Il y a plus, dit Moreau avec douceur. L'infirmière n'a pas osé tuer l'enfant. Elle n'a pas pu. Alors, au lieu d'exécuter l'ordre en entier, elle l'a abandonné dans un orphelinat à des kilomètres de là, avec un faux nom et sans papier. Elle a pensé qu'ainsi, au moins, la petite aurait une chance de vivre. Il sortit un autre document, l'orphelinat Sainte-Thérèse, où, selon les registres que vous m'avez donnés, a grandi une enfant sans nom de famille qu'on a appelée Lucie. Le silence qui suivit fut absolu. On n'entendait que la pluie qui frappait les baies vitrées. Isabelle porta une main à sa bouche, les larmes coulant sur son visage sans qu'elle puisse les arrêter. 22 ans. 22 ans à pleurer sur une tombe vide pendant que sa fille grandissait seule, affamée, se croyant abandonnée, dormant dans les rues, demandant les restes dans les restaurants. 22 ans où elle aurait pu la serrer dans ses bras, l'élever, l'aimer, voler par la cupidité d'un homme. « En êtes-vous sûr ?» demanda-t-elle entre 2 sanglots. « Moreau, je dois être sûr. Je ne peux pas dire à cette jeune fille que je suis sa mère pour ensuite découvrir que je me suis trompé. Ça la détruirait. Ça nous détruirait toutes les deux. Il n'y a qu'une seule façon d'en être certain, répondit le détective. Un test ADN discret. J'ai un laboratoire de confiance. J'ai juste besoin d'un échantillon de chacune d'entre vous. En 48 heures, nous aurons la réponse. » Isabelle hocha la tête, incapable de parler. Le soir même, Isabelle fit quelque chose qu'elle ne se pardonnerait jamais complètement, même si elle savait que c'était nécessaire. Pendant que Lucie dormait, elle entra dans la chambre bleue, s'approcha du lit et, avec un écouvillon, préleva avec une infinie délicatesse un échantillon de l'intérieur de sa joue. La jeune fille bougea à peine, murmurant quelque chose dans son sommeil. Isabelle resta à la regarder un long moment, retenant l'envie de la réveiller, de la serrer dans ses bras, de le crier au monde entier. « Tiens bon encore un peu, ma petite », murmura-t-elle en lui caressant les cheveux. « Juste un peu plus. Et alors je saurai si Dieu m'a rendu ce que la méchanceté m'avait pris. » Les 48 heures suivantes furent une agonie. Isabelle mangeait à peine, dormait à peine. Lucie remarqua sa nervosité. « Madame, est-ce que ça va ?» lui demanda-t-elle un matin, inquiète. « Je vous trouve triste, distante. J'ai fait quelque chose de mal? Si je vous dérange, je peux partir. Je ne veux vraiment pas être un fardeau. » « Non, non, mon enfant. » Isabelle lui prit les mains, retenant à peine ses larmes. « Tu ne pourrais jamais me déranger. C'est juste que j'attends une nouvelle. Une nouvelle qui va changer ma vie. Et j'ai peur, très peur. Je peux aider en quelque chose ?» Isabelle la regarda, et l'amour qu'elle ressentait pour cette jeune fille la submergea. « Tu m'aides déjà plus que tu ne l'imagines, » répondit-elle. « Juste en étant ici. » Le 3e jour, le téléphone sonna. C'était Moreau. Isabelle s'enferma dans son bureau, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'elle allait s'évanouir. « J'ai les résultats, madame, » dit le détective. « Vous êtes assise? Dites-le-moi, » supplia Isabelle. « Pour l'amour de Dieu, Moreau, dites-le-moi maintenant. » Il y eut une pause, la plus longue pause de la vie d'Isabelle. « C'est positif, » dit Moreau, et sa voix, d'habitude si professionnelle, se brisa d'émotion. « Une probabilité de 99%. Lucie est votre fille, Madame Beaumont. C'est Valentine, elle l'avait retrouvée. Après 22 ans, elle avait retrouvé sa fille. » Le téléphone tomba des mains d'Isabelle, et alors elle pleura. Elle pleura comme elle n'avait jamais pleuré de sa vie. Elle tomba à genoux sur le tapis de son bureau, s'enlaçant elle-même, secouée par des pleurs qui étaient à la fois la douleur la plus profonde et la joie la plus immense qu'un être humain puisse ressentir. Sa fille était vivante. Sa fille dormait sous son toit depuis 3 semaines. Sa fille lisait près de la cheminée, s'occupait des rosiers, remplissait la maison de rire. Sa fille lui avait demandé les restes de son assiette. « Valentine !» sanglotait Isabelle, serrant la photo jaunie. « Ma Valentine, ma petite, tu es vivante, tu es là. Mon Dieu, tu es là. » Il lui fallut près d'1 heure pour se ressaisir. Quand elle se releva enfin, elle se lava le visage, se regarda dans le miroir et vit le reflet d'une femme différente. Une mère, à nouveau, après si longtemps. Une mère. Elle descendit les escaliers lentement, tremblante. Elle trouva Lucie dans le salon, blottie sur le canapé avec un livre,
la lumière dorée de l'après-midi illuminant son visage. La jeune fille leva les yeux et sourit, avec ce sourire à fossettes identique à celui de son père. « Madame, vous avez reçu votre nouvelle ?» demanda Lucie. « C'était bon ou mauvais? Je vous trouve bizarre. Vous avez pleuré ?» Isabelle s'approcha, tremblante, s'assit à côté d'elle, lui prit les deux mains et la regarda dans ses yeux sombres, les yeux qu'il avait tentés pendant 22 ans, les yeux qu'elle reconnaissait maintenant comme un miracle. « Lucie !» commença-t-elle, la voix brisée. « J'ai besoin de te dire quelque chose de très important. Et j'ai besoin que tu m'écoutes avec le cœur ouvert, parce que ce que je vais te dire va tout changer. » Lucie la regarda, effrayée par l'intensité de ses yeux pleins de larmes. « Vous me faites peur, madame. Qu'est-ce qui se passe ?» Isabelle prit une profonde inspiration. 22 ans de douleur, de recherche, de deuil, condensés dans cet instant. « Cet après-midi-là, au restaurant, dit-elle, quand tu m'as demandé mes restes. Ce n'était pas un hasard que je sois là. Ce n'était pas un hasard que tes yeux me fendent l'âme. Il y a une raison, ma petite. Une raison que ni toi ni moi n'imaginions. » Et dehors, tandis que la pluie redoublait, une voiture noire s'arrêtait lentement devant les grilles de l'hôtel particulier. À l'intérieur, un homme au regard froid alluma une cigarette et observa la maison illuminée. Il avait retrouvé la jeune fille, et il venait réclamer ce qui, selon lui était dû. « Lucie, dit Isabelle en lui serrant les mains avec force. Il y a 22 ans, j'ai eu une fille. » La jeune fille resta très immobile, ne comprenant pas encore où cela menait. « Elle s'appelait Valentine, » continua Isabelle, sa voix se brisant à chaque mot. « C'était le miracle de ma vie. Je l'ai attendue des années, j'ai prié pour elle, et quand elle est enfin arrivée, j'ai cru que mon bonheur était complet. » Les larmes roulaient librement sur son visage. Mais quand elle avait à peine 6 mois, une nuit de pluie, elle a eu une fièvre. Nous l'avons emmenée à l'hôpital, et les médecins m'ont dit qu'elle était morte. Lucie la regardait les yeux grands ouverts, retenant son souffle. « Madame, je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas, quelle douleur terrible de perdre une enfant. »« Écoute-moi, » l'interrompit Isabelle en lui prenant le visage entre les mains. « Écoute-moi bien, ma petite. Ma fille n'est pas morte cette nuit-là. Ils m'ont menti. On me l'a volée. Quelqu'un de ma propre famille, par cupidité, pour l'héritage, a soudoyé une infirmière pour que mon bébé disparaisse. Et cette infirmière, au lieu de lui faire du mal, l'a abandonné dans un orphelinat lointain. Un orphelinat appelé Sainte Thérèse. » Le livre glissa des mains de Lucie et tomba au sol avec un bruit sourd. « Sainte Thérèse » répéta-t-elle d'un filet de voix. « Mais, c'est l'orphelinat où j'ai grandi, où on m'a dit que ma mère m'avait abandonné, que personne ne voulait de moi. Personne ne t'a abandonné, Valentine. » Isabelle prononça le nom pour la première fois, et ce faisant, quelque chose dans sa poitrine se brisa et se reconstruisit à la fois. « On t'a volé. Je t'ai pleuré pendant 22 ans, j'ai pleuré sur une tombe vide. Je t'ai cherché dans chaque visage, dans chaque rêve. Et il se trouve que le destin t'a ramené à moi. À ma table, affamée, en me demandant les restes de mon assiette. » Lucie tremblait de la tête aux pieds. « Non, ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle. « Ça n'arrive pas dans la vraie vie, ça n'arrive que dans les romans. Je suis une moins que rien, une orpheline de la rue. Vous êtes Madame Beaumont. Je ne peux pas être votre fille. Vous vous trompez, vous devez vous tromper. Tu as un grain de beauté, dit Isabelle avec douceur, sous l'oreille gauche, tout petit. » Lucie porta instinctivement la main à son cou et pâlit. « Ton père s'appelait Édouard, » continua Isabelle. « Tu as son même sourire, cette fossette sur la joue droite. Il a peint des nuages sur le plafond de ta chambre de ses propres mains, des semaines avant ta naissance. Cette chambre, c'est la chambre bleue, ma petite. La chambre où tu as dormi ces 3 dernières semaines. Ta chambre, celle que j'ai fermée à clé pendant 22 ans parce que je ne supportais pas d'y entrer. » Les larmes de Lucie se mirent à couler, épaisses, silencieuses. « J'ai fait un test, » avoua Isabelle en sortant un papier plié, « un test ADN. J'ai pris un échantillon pendant que tu dormais. Pardonne-moi pour ça, mais je devais être sûre avant de te briser le cœur avec un faux espoir. » Elle lui tendit le papier avec des mains tremblantes. « Voici le résultat, mon amour. Lise-le toi-même. » Lucie prit le papier, le déplia. Ses yeux parcoururent les lignes froides et scientifiques jusqu'à s'arrêter sur un chiffre. 99%. Et à côté, 2 noms. Isabelle Beaumont, Valentine Beaumont. Le papier lui échappa des doigts. « Maman » dit-elle. Le mot sortit de sa bouche comme un soupir, comme une question, comme une prière qui était restée coincée dans sa gorge toute sa vie. « Toi, tu es ma maman ? » ?»« Oui, ma petite. » Isabelle n'en put plus. Elle ouvrit les bras. « Je suis ta maman. Et jamais je ne t'ai abandonnée. Je te chercherai des explications, je te chercherai la justice, mais maintenant, je veux juste te serrer dans mes bras. Viens ici, ma Valentine.
viens avec ta mère. Lucie se jeta dans les bras d'Isabelle, avec un cri étouffé, un sanglot qui venait du plus profond de 22 ans de solitude, de nuit froide, de la conviction de n'être aimée de personne. Et Isabelle la serra contre sa poitrine, la berçant, lui embrassant les cheveux, pleurant sur elle, répétant son nom encore et encore, comme quelqu'un qui retrouve un trésor qu'on croyait perdu à jamais. « Ma petite, ma petite, ma petite » murmurait Isabelle. « Combien de nuits as-tu dormi dans le froid pendant que je dormais dans un lit immense? Combien de fois as-tu eu faim alors que j'avais tout en abondance? Pardonne-moi, pardonne-moi de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Tu n'as rien à te faire pardonner, maman. » pleurait Lucie, agrippée à elle. « Tu ne savais pas, tu m'as pleuré, tu m'as cherché. Toute ma vie, j'ai pensé que personne ne m'aimait, que j'étais une ordure, que j'étais de trop dans ce monde, et il se trouve qu'il y avait une mère qui me pleurait chaque jour. J'avais une mère. Je t'avais, toi. » Martine, la gouvernante, qui avait tout entendu depuis le couloir sans le vouloir, pleurait, le visage couvert par son tablier. 30 ans au service de cette femme, 30 ans à la voir se flétrir de tristesse, et maintenant, elle assistait au miracle. Mère et fille pleurèrent, rirent, et pleurèrent à nouveau pendant des heures. Elles parlèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Lucie lui raconta toute sa vie, l'orphelinat, les hivers sans chauffage, la bourse universitaire qu'elle avait eu tant de mal à obtenir, puis la trahison qui l'avait jetée à la rue. « Il y avait un homme, » dit Lucie, et son visage s'assombrit. « Il s'appelait Romain. Je l'ai connu à l'université. Je suis tombée amoureuse comme une idiote. Je n'avais ni famille, ni argent, ni personne au monde, et il a fait semblant de m'aimer. Il m'a convaincu de mettre mon nom sur des papiers, des prêts. Il disait que c'était pour une affaire à nous, pour notre avenir. » Elle serra les poings. « Il a disparu avec l'argent et m'a laissé les dettes. Des dettes énormes que je ne pourrais jamais payer. On m'a expulsé de la chambre que je louais. J'ai perdu ma bourse. J'ai tout perdu. Et les créanciers, les hommes à qui il devait de l'argent, ont commencé à me chercher, moi. C'est pour ça que je vivais caché. C'est pour ça que je dormais dans la rue. J'avais peur qu'il me trouve. » Isabelle sentit son sang bouillir. « Cet homme, dit-elle d'une voix glaciale. Romain, sais-tu où il est? Non, ça fait des mois que je n'ai aucune nouvelle de lui. J'espère ne plus jamais le revoir. » Lucie frissonna. Rien que de penser à lui, ça me fait peur. « N'aie pas peur, ma petite. » Isabelle la serra avec férocité. « Maintenant, tu m'as à moi. Et personne, tu m'entends, personne ne te fera plus jamais de mal. J'ai l'argent, les avocats et la détermination pour te protéger de n'importe qui. Ces fausses dettes, je les effacerai. Et ce Romain, s'il ose se montrer, je l'enverrai en prison pour le restant de ses jours. » Cette nuit-là, pour la première fois, Lucie ne dormit pas dans la chambre bleue. Elle dormit dans les bras de sa mère, dans le grand lit d'Isabelle, comme une petite fille qui rattrape le temps perdu. Et pour la première fois en 22 ans, Isabelle Beaumont dormit en paix, le visage de sa fille contre sa poitrine et le son de sa respiration comme la plus douce des mélodies. Mais dans l'obscurité, au-delà des grilles, la voiture noire était toujours là. Et à l'intérieur, Romain écrasa sa cigarette avec un sourire tordu. Il avait suivi Lucie pendant des semaines, attendant le bon moment, et maintenant il comprenait tout. La jeune fille pauvre qu'il avait ruinée s'avérait être la fille perdue de l'une des femmes les plus riches du pays. Le destin, pensa-t-il, lui souriait, parce qu'une fille retrouvée valait beaucoup, beaucoup d'argent, et il savait exactement comment exploiter cette situation. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Monsieur Auguste, » dit-il d'une voix mielleuse, « je crois que vous et moi avons des intérêts en commun. C'est au sujet de votre nièce, celle qui était censée être morte. » De l'autre côté de la ligne, il y eut un silence long et dangereux. « Continuez, » dit finalement la voix d'Auguste, froide comme la glace. « Je vous écoute. » Auguste Beaumont était un homme qui avait appris à sourire tout en planifiant des coups de poignard. À son âge, il vivait entouré d'un luxe acheté avec le sang des autres, la moitié d'un empire qu'il n'avait jamais bâti, hérité grâce à un crime qu'il croyait enterré à jamais. Lorsqu'il raccrocha le téléphone cette nuit-là, après avoir parlé à Romain, ses mains tremblaient. Pas de peur, de fureur. La fille était vivante. 22 ans plus tôt, il avait payé une fortune pour que cette créature disparaisse. Si Valentine vivait, elle était l'héritière légitime de la moitié du patrimoine dont il jouissait. Un seul mot d'Isabelle devant un juge, un seul test ADN, et Auguste perdrait tout. Et pire encore, il pourrait aller en prison pour enlèvement de mineurs, pour escroquerie, pour tout. Il ne pouvait pas le permettre. 2 jours plus tard, Romain se présenta dans le luxueux bureau d'Auguste. Les 2 hommes se jaugèrent du regard, 2 prédateurs se reconnaissant. « Alors c'est vous le petit ami qui l'a ruiné ?» dit Auguste en se servant un whisky sans rien offrir aux visiteurs. « Je vous dois une fière chandelle. Si vous ne l'aviez pas mise à la rue, elle n'aurait jamais atterri dans ce restaurant et ma chère belle-sœur ne l'aurait jamais trouvée. D'une certaine manière, tout ceci est de votre faute. » Romain sourit,
imperturbable. Et c'est précisément pour ça que je suis ici, monsieur Auguste. J'ai créé le problème et je peux le résoudre. Pour un certain prix, bien sûr. Je vous écoute. Lucie a confiance en moi. Enfin, elle avait confiance. Romain haussa les épaules. Je connais ses peurs, ses faiblesses. Je sais comment la manipuler. Et vous avez le pouvoir et l'argent pour couler n'importe qui. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que cette jeune fille disparaisse de la vie d'Isabelle Beaumont. Pas besoin de violence, ajouta-t-il en levant les mains. La violence laisse des traces. Ce dont nous avons besoin, c'est de quelque chose de plus subtil. Nous avons besoin qu'Isabelle elle-même chasse Lucie de chez elle, qu'elle cesse de l'aimer, qu'elle croie que la jeune fille est une imposture, une croqueuse de diamants. Auguste plissa les yeux, intéressé. Et comment parviendrions-nous à cela, en semant le doute? Romain se pencha en avant. De fausses lettres, des photos truquées, un témoin acheté qui jurera avoir entendu Lucie planifier la supercherie. Nous faisons croire à Isabelle que la jeune fille savait depuis le début qui elle était, que tout était une comédie, que la rencontre au restaurant était planifiée, que sa précieuse fille retrouvée est une arnaqueuse qui ne cherche que son argent. Il sourit avec méchanceté. Une mère qui vient de retrouver sa fille est fragile. Elle est terrifiée que ce soit un mensonge. Il suffit de nourrir cette peur, et elle s'effondrera toute seule. Auguste sourit pour la première fois. C'était un sourire répugnant. Vous commencez à me plaire, Romain. Et ainsi, les deux vautours scellèrent leur pacte. Pendant ce temps, à l'hôtel particulier, mère et fille vivaient les semaines les plus heureuses de leur vie. Isabelle avait engagé les meilleurs avocats pour entamer le processus de reconnaissance légale de Valentine comme sa fille et héritière. Elle avait également réglé les fausses dettes qui pesaient sur Lucie, lavant son nom. Elle lui avait ouvert un compte, lui avait acheté des vêtements, des livres, tout ce que la jeune femme n'avait jamais osé rêver. Mais Lucie, curieusement, ne semblait pas intéressée par l'argent. Ce qu'elle appréciait le plus, c'était de pouvoir déjeuner chaque matin en face de sa mère, de se promener ensemble dans le jardin, qu'Isabelle lui brosse les cheveux le soir, rattrapant les gestes d'une enfance volée. « Je veux reprendre mes études, maman », lui dit-elle un après-midi. « Je veux devenir maîtresse d'école, comme je le rêvais. Je ne veux pas vivre de ton argent. Je veux gagner ma propre place dans le monde. » Isabelle eut les yeux pleins de larmes de fierté. « Ça, c'est ma fille, dit-elle. Bien sûr que tu étudieras. Tu seras la meilleure maîtresse que ce pays ait jamais vue. Mais le bonheur, dans les feuilletons comme dans la vie, est souvent le prélude à la tempête. Cela commença par une lettre. Elle arriva par la poste, sans expéditeur. Martine la remit à Isabelle un matin. À l'intérieur, il y avait des photos, des images de Lucie conversant, quelques semaines plus tôt, avec un homme dans un coin sombre, et une note dactylographiée. « Madame Beaumont, la jeune femme que vous appelez votre fille n'est pas ce qu'elle semble être. Elle savait tout depuis le début. La rencontre au restaurant était planifiée. Elle et son complice complotent depuis des mois pour s'emparer de votre fortune. Interrogez-la sur un homme nommé Romain. Demandez-lui ce qu'elle faisait à lui parler la semaine avant d'apparaître dans votre vie. Une amie qui ne veut que vous protéger. » Isabelle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle regarda les photos avec des mains tremblantes. Elles étaient réelles, ou le semblaient. Lucie, conversant avec un homme. Et ce nom, Romain. Le même homme qui, selon Lucie elle-même, l'avait ruinée et jetée à la rue. Et si tout n'avait été qu'une farce, et si la fin, les larmes, les restes, n'avaient été qu'une performance parfaite, et si Lucie et Romain ne s'étaient jamais séparés, et que tout était un plan élaboré pour s'infiltrer dans son cœur et sa fortune? Non. Isabelle secoua la tête. Le test ADN ne mentait pas. Lucie était sa fille. C'était irréfutable. Mais le doute, une fois semé, est une mauvaise herbe qui pousse vite. « C'est ma fille, oui », pensa Isabelle avec horreur. Mais, et si elle avait découvert qu'elle l'était avant moi? Et si elle l'avait su tout ce temps et avait fait semblant de ne pas le savoir? Et si elle s'était approchée de moi en sachant qui elle était, pour réclamer l'héritage? Et si tout son amour était un mensonge? Cette idée était presque pire, car elle signifiait que l'amour de sa fille retrouvée, la chose la plus précieuse qu'elle possédait, pourrait être un mensonge. Isabelle rangea la lettre et les photos dans un tiroir. Elle ne dit rien. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis les retrouvailles, elle regarda Lucie avec quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti pour elle auparavant, de la méfiance. Et Lucie, qui connaissait bien le regard du rejet, l'ayant reçu toute sa vie, le remarqua immédiatement. « Maman, il y a quelque chose qui ne va pas ?» demanda-t-elle pendant le dîner, en posant ses couverts. « Tu es différente, froide. J'ai fait quelque chose de mal ? Non, ma petite. » mentit Isabelle en forçant un sourire. « Je suis juste fatiguée. Rien de plus. Des soucis de travail. » Mais Lucie ne la crut pas. Et cette nuit-là, dans sa chambre bleue, elle pleura en silence, avec la vieille peur revenant comme un fantôme. Tôt ou tard, tout le monde finit par ne plus vouloir de moi. Tôt ou tard, je suis de trop. Être qu'avec elle aussi, ça arrivera. Les jours suivants, les attaques s'intensifièrent. Une deuxième lettre arriva, avec un prétendu enregistrement,
montées avec malveillance, où l'on entendait la voix de Lucie dire des phrases sorties de leur contexte. « Quand j'aurai l'argent, je dois juste être patiente. Elle a confiance en moi. » Des phrases que Lucie avait dites dans des contextes innocents, en parlant de ses études, de ses rêves, mais découpées pour paraître sinistres. Un témoin apparut également. Un homme qui se présenta devant l'avocat d'Isabelle, jurant avoir vu Lucie et Romain ensemble, planifiant la supercherie, se moquant de la vieille millionnaire qui allait tomber dans le panneau. Isabelle était déchirée entre l'amour et la peur. D'un côté, tout son cœur lui criait que Lucie était innocente, que son amour était vrai, que ses yeux pleins de gratitude ne pouvaient pas mentir. De l'autre, 22 ans de trahison professionnelle lui avaient appris que le monde était plein de loups déguisés en agneaux. Et la blessure d'avoir été trompée une fois, par Auguste, par l'infirmière, par tout le monde, la rendait vulnérable à croire qu'on la tromperait à nouveau. Une nuit, elle n'en put plus. Elle entra dans la chambre bleue, la lettre et les photos à la main. Lucie était assise sur le lit, en train de lire. En la voyant, elle sourit, mais son sourire se figea en voyant le visage de sa mère. « Lucie, » dit Isabelle d'une voix tremblante, en lui tendant les photos. « J'ai besoin que tu me dises la vérité. Qui est cet homme? Pourquoi lui parlais-tu? C'est Romain? Savais-tu qui j'étais? Avant de me demander mes restes ?» Lucie regarda les photos, et son visage se décomposa en un mélange d'horreur, de douleur et de compréhension. « Maman, » murmura-t-elle, les yeux s'emplissant de larmes. « Tu crois que je t'ai trompé? Tu crois que tout ça était un mensonge ?» Et dans le silence qui suivit, dans le doute qui traversa les yeux d'Isabelle, Lucie trouva la réponse la plus douloureuse de toutes. Dehors, caché dans sa voiture noire, Romain observait les lumières de la maison et souriait. Son poison faisait effet. « Tu crois que je t'ai trompé ?» répéta Lucie, les photos tremblant dans ses mains. « Tu crois que ma fin était jouée? Que mes larmes au restaurant étaient un mensonge? Que je dors sous ton toit en complotant pour te voler ?» Isabelle ne répondit pas, et ce silence fut comme une gifle. Lucie laissa tomber les photos. Elle se leva du lit, pâle, les yeux inondés, mais le menton haut. « Tu sais quoi, maman? Tu as raison de douter. » Sa voix se brisa. « Toute ma vie, j'ai su que ça arriverait, que tôt ou tard je serais de trop, que quelqu'un déciderait que j'étais un fardeau, une menteuse, une ordure. Je l'ai su à l'orphelinat quand aucune famille ne m'a choisi. Je l'ai su avec Romain quand il m'a laissé seul avec ses dettes. Et maintenant, je le sais avec toi. » Les larmes coulaient. Pendant quelques jours, je me suis laissé croire que, pour une fois, quelqu'un m'aimait vraiment. Quelle idiote j'ai été. Elle se dirigea vers l'armoire et commença à sortir ses vieux vêtements, les seuls qu'elle sentait siens, les pliant avec des mains tremblantes. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Isabelle, la gorge nouée. « Je m'en vais. » Lucie ne la regarda pas. « Je ne vais pas rester là où on ne veut pas de moi. Je l'ai déjà vécu trop de fois. Garde ton argent, maman. Je n'en ai jamais voulu. Je ne voulais que toi. » Un sanglot lui échappa. « Je voulais juste une mère. » Et alors, quelque chose se cassa à l'intérieur d'Isabelle. Mais ce ne fut pas la confiance, ce fut le doute qui se cassa, car elle regarda sa fille, cette jeune femme qui préférait retourner à la rue plutôt que d'accepter l'argent, qui pleurait non pas pour avoir perdu une fortune, mais pour avoir perdu une étreinte, et elle comprit, avec une certitude qui lui transperça l'âme, qu'aucune arnaqueuse au monde n'agirait ainsi. Une croqueuse de diamants aurait supplié, aurait manipulé, aurait défendu sa place près de l'argent. Lucie voulait seulement partir pour ne pas déranger. Elle ne voulait que de l'amour, et ne croyant pas l'avoir, elle renonçait à tout le reste sans hésiter. « Arrête !» dit Isabelle, et sa voix ne tremblait plus. « Arrête, Valentine !» Elle traversa la chambre, et, avant que Lucie ne puisse réagir, la serra dans ses bras de toutes ses forces. « Pardonne-moi !» sanglota Isabelle contre ses cheveux. « Pardonne-moi, ma petite. Pardonne-moi d'avoir douté. Pendant un instant, j'ai laissé la peur m'aveugler. 22 ans de trahison m'ont appris à me méfier de tout, et j'ai failli laisser cette ordure me voler la seule chose pure que j'ai. » Elle l'écarta à peine pour la regarder dans les yeux. « Mais je te regarde vraiment, et je sais que tu es incapable de mentir. Aucune arnaqueuse ne renoncerait à des millions pour une étreinte. Seule une vraie fille ferait ça. Seule ma fille. » Lucie la regarda, n'osant pas y croire. « Tu me crois ?» murmura-t-elle. « Tu me crois vraiment ? Je te crois de toute mon âme. » Isabelle lui prit le visage entre les mains. « Et je vais te le prouver. Nous allons découvrir qui est derrière ces mensonges, et nous allons le faire ensemble. Parce que tu es ma fille, et ma fille, personne ne la calomnie impunément. » Mère et fille s'étreignirent en pleurant. Et cette fois, l'étreinte scella quelque chose d'incassable. La nuit même, Isabelle appela le détective Moreau. « Je veux savoir qui a envoyé ces lettres, » ordonna-t-elle. « Je veux savoir d'où est sorti ce témoin, et je veux savoir où est ce Romain. Vous avez 48 heures, Moreau, payez ce qu'il faut. » Moreau n'eut pas besoin de 48 heures. Il lui en fallut 20.
Le témoin acheté s'avéra être un acteur avec un casier judiciaire, facile à faire craquer. La menace de prison pour faux témoignage suffit pour qu'il avoue en larmes qu'un homme l'avait payé pour mentir. Et il décrivit cet homme, grand, le regard froid, une cicatrice sur le sourcil. Romain. Mais le coup de maître vint d'ailleurs. Moreau se présenta à l'hôtel particulier avec un enregistrement et une femme en fauteuil roulant, décharnée, reliée à une bouteille d'oxygène. « Madame Beaumont, dit Moreau, je vous présente Dolores Rivière, l'infirmière. » Isabelle resta sans voix. Dolores la regarda avec des yeux fatigués, pleins de culpabilité et de quelque chose qui ressemblait à la paix. « Je sais que je ne mérite pas votre pardon, madame, » dit Dolores d'une voix faible. « Il y a 22 ans, j'ai commis le pire péché de ma vie. J'ai accepté l'argent d'Auguste Beaumont pour faire disparaître votre bébé. On m'a dit de la tuer. Elle ferma les yeux, mais je n'ai pas pu. C'était une si belle enfant, en si bonne santé. Je l'ai laissée dans un orphelinat, et j'ai prié chaque jour pour votre pardon. J'ai vécu avec ça planté dans mon cœur pendant 2 décennies. » Elle lui tendit une enveloppe de ses mains tremblantes. « Voici ma confession, signée devant notaire. Et l'enregistrement d'Auguste me donnant l'ordre, que j'ai gardé toutes ces années comme ma seule assurance vie. Utilisez-le. Faites tomber cet homme. C'est la seule bonne chose que je puisse faire avant de mourir. » Isabelle prit l'enveloppe, puis, à l'étonnement de tous, fit quelque chose que personne n'attendait. Elle s'agenouilla près du fauteuil roulant et prit la main de l'infirmière. « Vous avez sauvé la vie de ma fille, » dit Isabelle en pleurant. « Vous auriez pu la tuer, et vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez rendue au monde, et grâce à cela, aujourd'hui je l'ai retrouvée. Je vous pardonne, Dolores. Je vous pardonne de tout mon cœur. » Dolores pleura. Et, pour la première fois en 22 ans, sourit en paix. Avec la confession et l'enregistrement en main, Isabelle agit avec la froideur implacable de la femme d'affaires qu'elle était. Elle appela ses avocats, appela la police et prépara un piège. Elle fit courir la rumeur, par un contact qui avait des liens avec Auguste, qu'elle était si dévastée par les doutes sur Lucie qu'elle pensait la chasser et la déshériter, et qu'elle avait besoin de conseils discrets pour le faire. L'appât fonctionna. Auguste, euphorique, croyant son plan triomphant, accepta de la rencontrer à l'hôtel particulier, et il amena Romain avec lui pour achever le travail. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que chaque recoin du salon était truffé de micros et que, derrière un paravent, attendaient la police, les avocats et un procureur. « Ma chère Isabelle, » dit Auguste en entrant, feignant l'inquiétude. « Quelle terrible situation. Je t'ai toujours prévenu que cette jeune fille était suspecte. Une orpheline de la rue, que pouvait-on en attendre? Tu as bien fait de m'appeler. La famille doit se protéger des harpies. Raconte-moi, Auguste, » dit Isabelle d'une voix douce en servant le thé. « Toi qui en sais tant sur la protection de la famille, que s'est-il vraiment passé avec ma fille, il y a 22 ans ?» Auguste sourit, confiant. « Elle est morte, ma chère. Une tragédie. Tu le sais bien. » « Oui. » Isabelle posa la théière. « C'est curieux, parce que j'ai ici un enregistrement où tu ordonnes à une infirmière de la faire disparaître. Et j'ai l'infirmière, vivante, avec sa confession signée. Et j'ai ton associé, Romain, assis à côté de toi, qui a payé un acteur pour calomnier ma fille. » Sa voix s'éleva comme un tonnerre. « Ma fille, Auguste, Valentine, la petite que tu as tenté d'assassiner pour de l'argent. Elle est vivante, et elle sait tout. » Le visage d'Auguste se décomposa. Romain se leva d'un bond, cherchant la sortie. « Si j'étais vous, je ne courrais pas, » dit Isabelle avec un calme glacial. Le paravent s'écarta. Les policiers, le procureur, les avocats sortirent. « Auguste Beaumont, Romain Vidal, » annonça l'officier. « Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement de mineurs, escroquerie, faux témoignage, diffamation et tentative d'homicide. » Tandis qu'on leur passait les menottes, Auguste, hors de lui, cracha « Cette fille ne sera jamais une Beaumont. C'est une moins que rien de la rue. » Lucie, qui avait tout entendu depuis l'escalier, descendit lentement. Elle se planta devant son oncle, sans peur, avec la dignité que même la misère n'avait réussi à lui ôter. « Tu as raison sur une chose, » lui dit-elle. « J'ai grandi dans la rue. J'ai eu faim. J'ai demandé les restes. Mais sais-tu ce que j'y ai appris, à l'endroit où tu m'as jeté? J'ai appris que ce n'est pas l'argent qui fait une personne. C'est son cœur. Et c'est pourquoi, mon oncle, même si tu avais gardé tout l'argent du monde, tu seras toujours plus pauvre que je ne l'étais quand je dormais dans un Porsche. » Auguste resta muet, et on l'emmena, vaincu, avec Romain. Quand les portes se refermèrent, mère et fille restèrent seules dans le grand salon. Elles se regardèrent et s'étreignirent, tremblantes, libérées enfin du poids de 22 ans. « C'est fini, » murmura Isabelle. « C'est fini, ma petite. Plus personne ne nous séparera. »« Plus jamais, maman, » répéta Lucie, agrippée à elle. Dehors, pour la première fois depuis longtemps, le soleil apparut après l'orage. 1 an passa. 1 an qui transforma la vie des 2 femmes plus que quiconque aurait pu l'imaginer.
Auguste Beaumont fut condamné à 30 ans de prison. Depuis sa cellule, il vit chaque bien qu'il avait volé lui être retiré et rendu à sa légitime propriétaire. Romain Vidal l'accompagna derrière les barreaux, condamné pour escroquerie et diffamation, sans un centime de la fortune qu'il avait rêvé de voler. La justice, lente mais ferme, avait remis chaque chose à sa place. Dolores Rivière, l'infirmière, mourut en paix 3 mois après sa confession. Isabelle paya ses funérailles et veilla sur elle jusqu'à son dernier soupir. « Vous m'avez rendu ma fille », lui dit-elle en lui faisant ses adieux. « Partez tranquille. » Et Dolores partit enfin, libérée du poids qu'il avait écrasé pendant 2 décennies. Mais la plus belle histoire fut celle de Lucie, ou plutôt celle de Valentine Beaumont. Car la jeune femme qui, un jour, avait demandé les restes d'une assiette étrangère, retourna à l'université. Isabelle lui offrit le monde entier. Voyage, luxe, une vie sans avoir à lever le petit doigt. Mais Lucie ne voulait qu'une chose, réaliser son rêve. Elle étudia avec la même faim avec laquelle elle avait autrefois cherché de la nourriture dans les poubelles, et 1 an plus tard, elle reprenait les études pour devenir enseignante que la trahison lui avait arrachée. Elle allait être maîtresse d'école, elle allait apprendre à lire aux enfants, comme elle en avait toujours rêvé. « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme l'orpheline devenue riche. Maman, » dit-elle un soir alors qu'elles dînaient ensemble dans la cuisine. Car elles avaient découvert qu'elle préférait la cuisine à l'immense salle à manger. « Je veux qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui a aidé. Comme toi, tu m'as aidé. » Isabelle la regarda avec une fierté qui lui débordait du cœur. « Tu sais quoi, ma petite ?» dit-elle. « J'ai une idée, et je crois que ton père adorerait. » Ensemble, elles fondèrent quelque chose. Elles l'appelèrent la Fondation Valentine, un réseau de restaurants solidaires et de foyers d'accueil pour les personnes sans abri répartis dans toute la ville. Des lieux où personne n'aurait à demander les restes. Des lieux où une personne affamée pourrait s'asseoir à une table avec une nappe propre, manger un plat chaud et, surtout, être traité comme un être humain, avec dignité, avec chaleur. Parce que ce qui m'a fait le plus mal dans la rue, expliqua Lucie, lors de l'inauguration devant des dizaines de personnes, ce n'était ni la faim ni le froid, c'était de me sentir invisible, que les gens passent à côté de moi comme si je n'existais pas, comme si je n'étais pas humaine. Sa voix se brisa. Jusqu'au jour où une femme m'a regardé dans les yeux. Elle m'a assise à sa table. Elle m'a traité comme si j'avais de l'importance. Et ça m'a sauvé la vie. Ça a tout changé. Isabelle, dans le public, pleurait sans se cacher. Et puis arriva le jour que toutes deux avaient attendu en secret. Un après-midi de printemps, identique à celui où tout avait commencé, Isabelle demanda à Lucie de s'habiller élégamment. « J'ai une surprise », lui dit-elle. Elle l'emmena en limousine dans les rues pavées jusqu'à s'arrêter devant un endroit que Lucie reconnut immédiatement. Son cœur fit un bond. C'était le restaurant. « Le restaurant, maman ?» murmura Lucie. « Pourquoi ici ?»« Viens » dit Isabelle en lui prenant la main. « Il y a quelque chose que je veux faire. Quelque chose qui boucle la boucle. » Elles entrèrent. Le gérant Gérard, le même qui 1 an plus tôt avait tenté de chasser Lucie comme un chien, s'approcha en faisant des courbettes, sans reconnaître dans cette jeune femme élégante et radieuse la fille dépenaillée d'autrefois. « Madame Beaumont, quel honneur! Votre table habituelle est prête. » Il les installa à la même table, celle de ce jour-là. Isabelle commanda les mêmes plats, la bisque de homard, le bar grillé, le pain doré et le moelleux au chocolat. Et quand la nourriture arriva, Isabelle prit les mains de sa fille par-dessus la nappe. « Il y a 1 an, dit Isabelle, les yeux humides, une jeune fille affamée s'est approchée de cette table et m'a demandé les restes de mon assiette. Ce fut le jour le plus important de ma vie, parce que ce jour-là, sans le savoir, j'ai retrouvé ma fille, j'ai retrouvé mon cœur, j'ai retrouvé l'envie de vivre. » Elle lui serra les mains. « Tu croyais me demander à manger, ma petite, mais en réalité, tu m'as rendu mon âme. » Lucie pleurait et riait à la fois. « Et moi, je croyais que tu me donnais les restes de ton assiette, » répondit-elle. « Mais tu m'as donné une vie entière, maman. » C'est alors que cela se produisit. Par la porte du restaurant, un homme âgé entra timidement. Il portait des vêtements usés, un sac avec ses maigres affaires, et regardait le sol, voûté, comme quelqu'un qui se sait indésirable. Gérard se dirigeait déjà vers lui, le front plissé, prêt à le mettre dehors. Mais Lucie se leva la première. Elle traversa le restaurant, s'approcha du vieil homme et, sous le regard stupéfait de tous les convives, lui sourit avec une chaleur qui illumina toute la salle. « Bonsoir, monsieur », dit-elle avec douceur. « Avez-vous faim ?» Le vieil homme leva les yeux, déconcerté, les yeux pleins d'une honte que Lucie ne connaissait que trop bien. « Moi, mademoiselle, pardon. Je voulais juste, » balbutia-t-il. « Je n'ai pas d'argent. Je pensais juste que peut être les restes. » Les yeux de Lucie s'emplirent de larmes. Ces mots, les mêmes mots. « Il n'y a pas de reste pour vous ici, » lui dit-elle en le prenant par le bras avec tendresse. « Il y a une table, une assiette chaude,
et quelqu'un qui s'assoira avec vous pour que vous ne mangiez pas seul. Venez avec moi, s'il vous plaît, que vous êtes mon invité. » Elle le guida jusqu'à leur table. Isabelle, comprenant tout, se leva et lui approcha une chaise de sa propre main, tout comme 1 an plus tôt quelqu'un l'avait fait pour sa fille. Gérard, bouche bée, n'osa rien dire. Le vieil homme s'assit, tremblant, sans comprendre pourquoi 2 femmes si élégantes le traitaient comme un roi, et tandis qu'on lui servait une soupe chaude et du pain frais, les larmes roulèrent sur les rides de son visage. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» demanda-t-il la voix brisée. « Je ne suis personne. Les gens me regardent comme si j'étais une ordure. » Lucie lui prit la main et répondit avec les mêmes mots qui, 1 an plus tôt, lui avaient sauvé la vie. « Nous sommes tous humains, monsieur. Tous. La seule différence entre vous et moi, c'est la chance. Et la chance, croyez-moi, c'est une roue qui tourne. Il y a 1 an, j'étais assise là où vous êtes maintenant, à demander les restes. Et quelqu'un m'a regardé dans les yeux. Elle sourit en regardant sa mère. Aujourd'hui, c'est votre tour. Demain, ce sera le tour d'un autre. C'est comme ça que fonctionne la bonté. Elle se passe de main en main, comme une bougie qui en allume une autre. Isabelle observait la scène, le cœur sur le point d'éclater de fierté. Sa fille, sa Valentine, l'enfant que le monde avait jeté à la rue, relevait maintenant d'autres personnes tombées. La boucle était bouclée. La bonté qu'Isabelle avait semée un jour germait maintenant dans sa fille et s'étendrait à qui sait combien d'autres personnes. Ce soir-là, de retour à l'hôtel particulier, mère et fille s'assirent ensemble dans le jardin, sous le même ciel étoilé, emmitouflés dans une couverture. « Es-tu heureuse, ma petite ?» demanda Isabelle. Lucie posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « Plus que je n'aurais jamais cru possible, » répondit-elle. « Tu sais, pendant des années, chaque nuit avant de m'endormir dans la rue, je demandais à Dieu une seule chose. Je ne demandais pas d'argent, je ne demandais pas une maison. Je demandais une famille, quelqu'un qui m'aimerait, quelqu'un à qui appartenir. » Elle sourit avec des larmes de bonheur. « Et il m'a donné toi. Il a mis du temps, mais il m'a entendu. Il m'a donné la meilleure mère du monde. » Isabelle l'embrassa sur le front. « Et à moi, il m'a rendu ma raison de vivre, » murmura-t-elle. « Quand je pense que j'ai failli ne pas aller à ce restaurant ce jour-là, quand je pense que j'aurais pu détourner le regard comme tous les autres l'ont fait, ça me glace le sang. Le bonheur de toute ma vie a dépendu d'un seul instant, d'une seule décision, de regarder au lieu d'ignorer. C'est pour ça que c'est si important de regarder, » dit Lucie à voix basse. « On ne sait jamais quel miracle on est sur le point d'ignorer. » Elles restèrent ainsi, enlacées en silence, tandis que les étoiles brillaient au-dessus d'elles. Une mère qui avait retrouvé sa fille, une fille qui avait enfin trouvé un foyer. Et entre les deux, d'un amour qu'aucune fortune au monde ne pourrait acheter, et qu'aucune méchanceté n'avait réussi à détruire. Au loin, l'hôtel particulier des Beaumont brillait de toutes ses lumières allumées. Ce n'était plus un mausolée silencieux, ce n'était plus un musée de la tristesse. Enfin, après 22 ans, il était redevenu ce qu'il aurait toujours dû être, un foyer. 3 autres années passèrent. La petite école se dressait au cœur d'un des quartiers les plus modestes de la ville, peinte de couleurs vives, avec un jardin de tournesol que les enfants eux-mêmes avaient planté. Au-dessus de la porte, une plaque simple disait « École Édouard Beaumont », parce que Lucie avait voulu honorer le père qu'elle n'avait jamais connu, l'homme qui un jour avait peint des nuages au plafond de son berceau, en rêvant à la fille qu'on lui volerait. Et à l'intérieur de cette école, devant une classe remplie d'enfants au regard vif, se tenait-elle, la maîtresse Valentine. Elle avait accompli son rêve. Le rêve que la trahison lui avait arraché, le rêve qu'il avait soutenu durant les nuits froides dans la rue, comme on tient une braise pour ne pas mourir de froid. Maintenant, elle apprenait à lire à des enfants qui, comme elle autrefois, n'avaient rien. Des enfants de l'orphelinat Sainte-Thérèse, le même où elle avait grandi, qu'elle allait chercher chaque matin dans un petit bus scolaire jaune. « Maîtresse Valentine », demanda une petite fille avec des tresses en levant la main, « c'est vrai que vous étiez pauvre avant? Que vous dormiez dans la rue ?» Lucie posa la craie. Elle s'assit sur le bord de son bureau, à la hauteur des petits. « C'est vrai », répondit-elle avec un sourire serein. « J'ai dormi dans des porches, j'ai eu très froid, et un jour, j'ai eu tellement faim que j'ai demandé à une dame les restes de son assiette dans un restaurant. Les enfants la regardaient avec des yeux ronds. « Et qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda un autre. « Il s'est passé que cette dame m'a regardé dans les yeux, » dit Lucie. Elle n'a pas détourné le regard comme le faisaient tous les autres. Elle m'a regardé pour de vrai, et en me regardant, elle a découvert quelque chose de magnifique. Sa voix se remplit de tendresse. Elle a découvert que j'étais sa fille, la fille qu'on lui avait volée il y a très longtemps. Cette dame, c'était ma maman, et je ne le savais pas. Un murmure d'étonnement parcourut la classe. « C'est pourquoi, les enfants, je veux que vous vous souveniez toujours d'une chose, » continua-t-elle en les regardant un par un. « Ne laissez jamais, au grand jamais, quelqu'un vous dire que vous ne valez rien, que vous êtes de trop, que vous n'êtes pas important.
Parce que chacun d'entre vous est un trésor, même si vous n'avez pas de chaussures neuves, même si vous n'avez pas encore de famille. Votre valeur n'est pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous portez ici, à l'intérieur. Elle posa la main sur son cœur. Je l'ai appris de la pire des manières, et je ne veux pas que vous ayez à l'apprendre comme ça. Au dernier rang de la classe, près de la fenêtre, une femme âgée aux cheveux argentés observait en silence, assise sur une petite chaise trop petite pour elle, les mains jointes et les yeux brillants de larmes. Isabelle Beaumont venait à l'école tous les jours. Elle avait vendu la moitié de ses hôtels, réduit son empire à une fraction de ce qu'il était. Et pour la première fois de sa vie, elle était immensément heureuse. Ce que l'argent ne lui avait pas donné en 65 ans, un but, de la joie, de l'amour, le rire de ses enfants et la voix de sa fille leur apprenant à rêver, le lui donnait maintenant. « C'est la meilleure maîtresse du monde, n'est-ce pas, Madame Isabelle ?» lui murmura la directrice en s'asseyant à côté d'elle. « C'est ma fille, » répondit Isabelle. Et dans ces 3 mots tenait tout l'univers. Quand la cloche sonna et que les enfants sortirent en courant dans la cour, Lucie s'approcha de sa mère et l'aida à se lever de la petite chaise. « Encore en train de pleurer, maman ?» plaisanta-t-elle avec douceur, en lui essuyant une larme. « Ce sont de bonnes larmes, ma petite, » répondit Isabelle. « De celles qu'on ne pleure que lorsque le cœur est trop plein. » Elles marchèrent ensemble vers la cour, où les tournesols se balançaient sous le soleil. Une des petites filles courut vers elle et tendit à Isabelle un dessin. 2 silhouettes se tenant la main, une avec des cheveux argentés et l'autre avec des cheveux sombres et un énorme soleil au-dessus. « C'est pour vous, mamie Isabelle, » dit la petite fille, car c'est ainsi que tous les enfants de l'école l'appelaient. Mamie. La grand-mère qui apportait des biscuits le vendredi, qui écoutait leurs histoires, qui serrait dans ses bras ceux qui pleuraient. La femme qui, un jour, avait eu tout l'argent du monde et aucune raison de sourire, et qui maintenant n'avait même pas la moitié de sa fortune, mais avait 100 petits-enfants de cœur. Isabelle prit le dessin avec des mains tremblantes et le serra contre sa poitrine, comme si c'était le trésor le plus précieux sur terre. Et peu, être l'était-ce. « Merci, mon amour, » dit-elle à la petite fille en lui caressant la joue. « Je le garderai pour toujours. » Cet après-midi-là, mère et fille rentrèrent ensemble à la maison, comme chaque jour. Elles ne vivaient plus dans l'immense hôtel particulier. Elle l'avait transformé en un foyer de la Fondation Valentine, rempli de lits, de repas chauds et de gens qui, un jour, n'avaient rien eu. Elle vivait maintenant dans une maison plus petite, plus chaleureuse, plus à elle. Une vraie maison, un foyer. Tandis que le soleil se couchait, elles s'assirent sur le porche, l'une à côté de l'autre, comme tant de fois. « Tu sais à quoi je pense, parfois ?» dit Lucie, en posant sa tête sur l'épaule de sa mère. « À quoi, ma petite? Que si ce jour-là, je n'avais pas eu si faim, je n'aurais jamais osé m'approcher de ta table, je ne t'aurais jamais demandé tes restes, et je ne t'aurais jamais trouvé. » Elle sourit. Parfois, la chose la plus douloureuse de notre vie est en réalité le chemin secret vers la plus belle. C'est juste qu'on ne peut pas le voir quand on le vit. Isabelle l'embrassa sur le front, émue. « Ton père serait si fier de toi, » murmura-t-elle. « Aussi fier que je le suis. J'ai rattrapé 22 ans perdus. Valentine, mais tu sais quoi? Je n'échangerai la femme que tu es devenue pour rien au monde. La rue t'a pris beaucoup de choses, ma petite, mais elle t'a donné un cœur qui vaut plus que tout l'or de la terre. » Elles restèrent en silence, regardant le ciel se teinter d'orange et d'or sur les toits de la ville. Quelque part, un enfant qui, cette nuit-là, aurait un endroit où dormir et de quoi manger, adressait ses prières à une fondation qui portait le nom d'une maîtresse d'école. Dans un restaurant, quelqu'un d'affamé serait regardé dans les yeux au lieu d'être ignoré. La roue de la bonté continuait de tourner, de main en main, de bougie en bougie. Et 2 femmes, l'une qui un jour avait tout eu sauf de l'amour, et l'autre qui un jour n'avait rien eu sauf l'espoir, se prirent la main sur le porche de leur maison, sachant que le destin, aussi tortueux que soient ses chemins, a parfois raison. Parce que parfois, une simple question, « Puis-je avoir vos restes ?» n'est pas une question sur la nourriture. C'est la façon dont 2 âmes perdues, sans le savoir, se retrouvent enfin et rentrent à la maison. Fine.